d'un autre côté, voilà, c'est aussi la magie bressuiraise. Alors attention à l'aménagement en petites photos. A invité des guides conférenciers pour raconter l'histoire de Bressuire. Car effectivement, en cette fin d'été, Bressuire, mais plus précisément, la famille des Beaumont de Bressuire. Oui, car figurez-vous que ce sont les Beaumont de Bressuire qui ont créé la cité bressuiraise. Mais avant de commencer ce cours d'histoire, j'aimerais, tout ça c'est le cours, c'est vachement balèze, j'aimerais donner la définition de la ville de Bressuire. Car figurez-vous que moult historiens se sont penchés sur l'histoire de la ville, et peut-être un des plus connus est Bélisaire, tourné vers le midi, sur les bords d'un précipice, la forteresse des Beaumont-Bressuire. Regarde d'un côté l'humble rivière du Dolo qui serpente à ses pieds dans une profonde vallée, et de l'autre la ville qui se développe à son ombre sur le penchant d'un coteau et qu'elle a protégé et dominé si longtemps après l'avoir enfanté. Messieurs, je vous emmène dans un des fameux nightclubs de la ville de Bressuire. Venez, suivez-moi, je vous emmène. Pour laisser juste une plateforme qui a après servi pour une catapulte de lancer les nains. Voilà, parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, on lançait les nains, c'était une grande compétition internationale. Et ben il y avait une catapulte et on lançait les nains comme ça, et le nain qui partait le plus loin gagnait. Voilà. Alors, bien évidemment, les lancers de nains ont été interdits au 19e siècle en France. Hein, voilà, car ce n'était pas très sympa. De son passage, venez avancer, avancer, avancer. Il a laissé une trace de son passage. Hein, une trace qui est restée au fil des ans, qui n'est nulle autre que cette porte, voilà, cette belle porte, voilà, c'est une arche parfaite qui reproduit un arc-en-ciel qui représente la porte des maisons des bûcherons. Alors c'est un moment de connexion entre la terre et le ciel, entre l'ouest et l'est, entre le sud et le nord. Enfin bon, bref, voilà, c'est ce bûcheron qui l'a compris, ce bûcheron canadien, Farfadet. Alors, pour un petit descriptif, le Farfadet est un petit bonhomme, ridé, fripé, au teint brunâtre, haut d'un demi-mètre. Alors toute ressemblance avec un homme politique. Alors mesdames et messieurs, nous avons décidé de commencer l'histoire des Beaumont de Bressuire avec Raoul Ier de Beaumont. Alors Raoul Ier dans l'enceinte du château et continuer l'histoire de Raoul Ier de Beaumont. Est-ce que vous pouvez tenir la porte? Voilà. Alors, Raoul Ier de Beaumont, l'économiste, le génie, le dominicain. Si tu n'as pas de drap de Bressuire à 30 ans, c'est que tu as loupé ta vie. Tout le département achète des draps, tout le Maine-et-Loire achète des draps, et Bressuire se développe économiquement. Mais Raoul Ier de Beaumont, c'est aussi un sacré... C'est un véritable coquelicot, et il cherche l'amour dans tout son territoire. On ne trouve plus le choix où il a traversé le nord des Deux-Sèvres, d'ouest en est, pour chercher l'amour. Vous pouvez alors pas d'accord. Donc du coup, il décide de venir à Bressuire les erreurs des grands. Merci Raymond Garand d'avoir pensé aux petits. Mesdames et messieurs, nous allons passer à un autre Raoul. Raoul Ardan. Raoul Ardan, né à Beaulieu sous Bressuire, vers le milieu du XIe. Donner aux concurrents le sentiment de parler seul face à un cactus assoupli.
Situation habituelle du demandeur d'emploi en entretien d'embauche, ok? La caméra number one, seule visible de notre dispositif, tourne en permanence. Elle symbolise l'employeur. Les autres caméras, invisibles, traquent tout ce qui peut donner du relief. Failles, lueur d'espoir, désir de meurtre, etc. Ce dispositif est génial. Nous allons faire exploser l'audience. Bureau plus ou moins grand, de ce bulletin plus ou moins haut placé dans la hiérarchie, qui pourra les recruter si savent occuper le terrain. De nos jours, l'employeur est submergé par les candidatures. Il cherche quelqu'un pour au milieu de la piste. Vous allez vous affronter en direct. 3 minutes pour vous vendre. Seul objectif, occuper le terrain. Effacer le concurrent, se rendre indispensable, inoubliable pour occuper le terrain. Décrocher le job. Ok? Chers téléspectateurs, c'est vous qui déterminerez le vainqueur. Pas une once de piston. Un jeu démocratique. Les téléspectateurs votent. Et les modalités pratiques sont en train de s'afficher sur vos écrans. Bien évidemment, aucun emploi réel n'est en vue. Tout ceci est virtuel, un jeu, ok? Ok. Mais, et c'est le petit plus, si un concurrent était repéré par un employeur non virtuel, ce qui peut arriver, la chaîne servirait d'intermédiaire et communiquerait toute offre d'emploi. Évidemment, ce n'est pas du but, c'est virtuel, un jeu, ok? Ok. Attention, je vais enclencher le chronomètre. Face caméra, vous avez 3 minutes pour occuper le terrain. Top départ. Souriante, disponible, efficace, gaie, serviable, enjouée, organisée. Dans un poste d'accueil, je serai agréable. Drôle, avenante, pittoresque. Dans un poste d'encadrement, je serai coriace, sans pitié, ferme, revêche, sévère, musclée, avec un zeste de douceur. J'ai toutes sortes de compétences qui attendent d'être exploitées. Tout comme moi. 30 secondes. Notre concurrente vient d'ouvrir le tir. Ne l'écoutez pas, vous. Soyez étanche. Tel un pony menteur sur le même trottoir. Attaquez. Vendez-vous. Vite. Occupez le terrain. Je suis un bon chien. J'aime les animaux. J'ai travaillé dans un zoo 3 mois. Un poste de remplacement. La caissière partie en congé maladie. Et là, c'est la guérilla. Moi, je serais bien restée au zoo. Mais j'aime les gens. J'aime rendre service, ce qui me rend précieuse dans bien des cas. Allez. Je suis un bon chien. Mes enfants sont élevés. Je peux accepter n'importe quel horaire de travail. La nuit, c'est parfait. Le matin, c'est parfait. La journée, c'est parfait. C'est parfait. Chien de chasse, chien de garde, chien d'attaque, chien de salon, chien d'agrément, chien de compagnie. Beaucoup d'humour, notre concurrent mâle. Et jamais on ne m'a licencié. En 20 ans, jamais. J'ai toujours donné satisfaction à mes employeurs. Après 53 CDD, je rêve d'un CDI. Un CDI pour donner ma mesure. Tout, prête à tout pour un CDI. Chien d'aveugle. Et prête aussi à tous les CDD. Chien d'avalanche. Et je suis adaptable. Expérience variée, compétences transférables. 2 minutes, chers téléspectateurs. Sur vos écrans, les chiffres s'affichent. Vous savez, vous, qui occupe le mieux le terrain. Et l'écart se creuse. Attention, tout peut basculer. Battez-vous. Occupez le... Alors les canards ont été introduits par Claude Boutet, car je ne sais pas si vous le saviez, mais Claude Boutet, en plus d'être un philosophe, kiffait le canard. Voilà, il kiffait le canard. Donc en 1995, il a décidé de réintroduire les canards dans le zolo. Alors sa grande idée, c'était de monter une industrie du magret de canard et tout ça. Bon, ça capotait complètement, mais les canards sont restés. Merci Claude pour ce vrai petit moment de bonheur que vous nous offrez. De Péchon, la fille du curateur de Pouzon. Car Jean II de Beaumont avait un curateur car il était tout jeune. Malheureusement pour lui, son tuteur et oncle Thibaut de Beaumont ne veut pas. Il ne veut pas de cet amour, il n'est pas d'accord. Et du coup, il dit à Jean II, non, tu vas pas pécho la fille du curateur. C'est l'amour impossible, hein. Et là, on tombe sur une véritable histoire, hein, car quand l'amour est impossible, il y a histoire. Et là, mesdames et messieurs, c'est le mariage, et donc, la musique. Et ils dansent tous les deux comme ça dans la cour du château, ils s'embrassent, et ils font des marmots,
et la lignée des Beaumont peut permettre. Ce n'est pas le nichoir à oiseaux qui a été fait par les enfants du centre de hein, et qui n'est pas arrosé de l'eau, mais qui est cette merveilleuse bâtisse. Bressuire se trouve ici, au Moulin de Roux, dans ces lieux. Car effectivement, le dernier acquéreur du Moulin de Roux n'a été nul autre que John Pemberton. Alors, est-ce que quelqu'un connaît John Pemberton? Alors, John Pemberton est pharmacien. En 1885, il s'inspire du vin Mariani, mélange de vin de Bordeaux, avec la feuille de coca, pour créer le Coca-Cola. Mesdames et messieurs, le Coca-Cola a été inventé juste ici, au Moulin de Roux, ce qui en fait quand même un des hauts lieux de Bressuire. Bien évidemment, les Bressuirais, avec leur modestie bien connue, n'ont pas parlé de cette histoire au monde entier. Mais Jean-Michel Bernier est arrivé, et mesdames et messieurs, cet économiste, ce rebelle, ce bâtisseur, a décidé de faire reposer l'économie de la ville sur un grand musée du Coca-Cola qui va être bâti juste ici. Alors s'il y en a qui ne croient pas à cette histoire, nous avons une preuve de l'existence de cette grande aventure du Coca-Cola juste devant vos yeux. Mesdames et messieurs, car juste devant vous, derrière le violoncelle, vous avez le premier moule de la bouteille de Coca-Cola, une grande bouteille de Coca. Et Jean-Michel Bernier va se servir de tout ça pour faire connaître la ville de Bressuire dans le monde entier. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était un secret de polichinelle. Voilà, je le lâche devant tout le monde. Vous pouvez le répéter à l'ensemble des Bressuirais. Le musée du Coca-Cola va ouvrir ses portes en fin 2016 à Bressuire. Voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'après ces paroles, nous pouvons continuer la balade. Alors il s'est posé un problème quand on a écrit cette conférence historique, c'est qu'à Bressuire, il s'est très peu passé de choses finalement historiques. Donc nous sommes obligés de parler constamment des histoires d'amour des seigneurs, car il n'y a pas de hauts faits historiques au château de Bressuire. Alors Jean-Croix de Beaumont, sur son destrier, les chevaux au vent, vous pouvez avancer, se promène comme ça, à la recherche de l'amour. Elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a eu. Du coup, c'est l'amour. C'est l'amour qui commence entre Jean-Croix de Beaumont et Mathurine, main dans la main avec leur neveu Guy de Beaumont, de construire, mesdames et messieurs, le monastère des Corps qui permettent aux Highlandiennes de se dérouler, car il faut savoir que
un Écossais invité pendant les Highland Games fait 10 arbres coupés dans le bocage pour qu'ils puissent les lancer allègrement comme ça. Alors les Anglais sont à Bressuire, ils dirigent Bressuire, et Louis de Beaumont-Bressuire, les Anglais du château de Bressuire, il pend le gouverneur des Anglais, il libère Bressuire, il redonne Bressuire à la France, et il redonne la France à Bressuire. Mesdames et messieurs, le connétable du Guesclin devient une espèce de Jeanne d'Arc de Bressuire, en boutant les Anglais de cette brillante ville. Nous allons faire une transition qui n'a aucun rapport, mais juste à côté de vous, vous avez une ferme, voilà, une ferme du 19e siècle. Et il faut savoir que dans toutes les villes de France, il y a un clocher et une église. Eh bien, dans toutes les villes des Deux-Sèvres, à l'époque, au 19e siècle, il y avait un bouillon. Alors vous pouvez vous positionner comme ça autour du moulin de Zavard, qui lui non plus n'est plus en fonction. C'est écrit sur le panneau, on sait jamais s'il y en a qui n'ont pas remarqué qu'il ne fonctionnait plus. On vous laisse la parole, historien orthodoxe. Bonsoir à tous. Alors, je ne dirai rien, je ne rajouterai rien sur les bavardages de votre guide conférencier. Dieu que c'est bavard, je confirme. Et Dieu qui vous a raconté aussi des fadaises et des calembredaines sur l'histoire de Bressuire. Bon, certaines, je le sais, sont plutôt savoureuses puisque lorsque nous avons fait le filage, je les ai trouvées très amusantes, très drôles, et il ne dit pas que des bêtises. Hein. Ce que je vais plutôt faire, moi, ici, c'est vous replacer un petit peu l'histoire du château dans un contexte plus large, hein, et on va se placer, je vais me replacer à une date que tout le monde connaît bien, je suppose, 1492. Je vois qu'il y a des enfants parmi nous. Est-ce que certains sauraient me dire 1492, c'est quoi? Les plus jeunes, mais ils sont peut-être un peu jeunes par contre. Ils sont peut-être un peu jeunes. Donc on va s'adresser aux un petit peu plus vieux. 1492. Je dirais rien sur les cheveux blancs, c'est promis, parce que de ce côté-là, bon. Il n'y a plus de cheveux, mais... Accession au trône de Louis XI en 1461, eh bien Jacques de Beaumont est déjà quelqu'un d'important auprès du jeune roi, puisque le jeune roi le nomme chambellan, c'est-à-dire le responsable de la chambre du roi. Et quelques années plus tard, il sera même lieutenant général du Poitou, c'est-à-dire représentant principal du roi dans le comté du Poitou. C'est donc un personnage important dans le royaume, important à la cour, et Louis XI va d'ailleurs même l'envoyer un petit peu partout aux quatre coins du royaume, à la tête de l'armée, d'une armée qui est constituée des seigneurs de la région, et Jacques de Beaumont va partir un petit peu partout pour notamment mater les révoltes, les complots qui n'arrêtent pas d'être ourdis par les grands seigneurs contre le roi de France. Et on retrouve d'ailleurs l'année qui précède sa mort, en 1491, et la date est importante également, on retrouve Jacques de Beaumont en Bretagne, à la tête de l'armée du Poitou, faisant le siège de la ville de Rennes, sous les ordres du roi de France Charles VIII à ce moment-là. Et cette année-là, 1491, elle est importante pour le royaume de France, puisque Jacques de Beaumont, à Rennes, va participer au pourparlers du mariage entre la grande duchesse Anne de Bretagne, dont tout le monde a entendu parler, avec le roi de France. Et l'année est importante, puisque 1491, c'est l'année où le duché de Bretagne est rattaché au royaume de France. Donc on voit un Jacques de Beaumont qui gravite dans les hautes sphères du pouvoir, et le fait de pouvoir justement d'être un fidèle des rois de France va lui permettre de s'enrichir, non pas de la seigneurie de Bressuire, qui est assez pauvre plutôt à l'époque, même si la seigneurie de Bressuire couvre plus de 40 paroisses d'aujourd'hui, ce qui est quand même relativement vaste, mais une seigneurie assez pauvre. Par contre, le roi va largement rétribuer le Jacques de Beaumont pour sa fidélité, et c'est ce qui va permettre à Jacques de Beaumont, de réparer régulièrement, de faire réparer les façades nord, qui était, elle, la plus difficile à défendre, puisque là, il n'y avait absolument rien, il n'y avait pas de précipice, il n'y avait pas de fossé, sauf les fossés actuels par où vous êtes passés, mais qui sont évidemment pas naturels, qui sont des constructions humaines, qui ont été creusées certainement au XIIIe ou XIVe. Ville du nord, ouest des Deux-Sèvres,
dont les habitants, connus pour leur gentillesse, s'appellent les Bressuirais et les Bressuirais. Mais mesdames et messieurs, Bressuire, c'est quoi? Bressuire, c'est un château, mesdames et messieurs. Mais Bressuire est aussi un petit château, école de formation des futurs seigneurs de Bressuire. Bressuire, c'est l'église Saint-Cyprien. Bressuire, ce sont plus de 146 km de route, 36 ronds-points, un carrefour, un Leclerc, un théâtre, une 2x2 voies qui est enfin reliée à Nantes, un théâtre, un centre aquatique, un pont où il n'y a plus de train qui passe dessus, des tonnes de voitures, des lampadaires qui fonctionnent encore, des oiseaux, les canards de bouteille, un donjon, plein de tours, des jardins. Mesdames et messieurs, qui veut acquérir la ville de Bressuire? On vous rappelle qu'on a mis un prix de 30 000 €. Et à chaque fois que vous levez la main, vous augmentez de 5 000 €. Allez, mesdames et messieurs, qui veut la ville de Bressuire, mesdames et messieurs? Nous avons 35 000 €, mesdames et messieurs. 35 000 €, qui dit mieux? Qui dit 40 000 €? Allez, mesdames et messieurs, 40 000 €. 45 000 €, mesdames et messieurs. Allez, on y va. Qui veut? Voilà, 50 000 €, 55 000 €, 60 000 €, mesdames et messieurs. Eh bien, figurez-vous qu'en 1000, je ne sais plus combien, mais c'était en 71 d'un siècle en tout cas, la ville de Bressuire a été vendue 60 000 écus, voilà, et donc a passé à Le un château autre de Bressuire est repris par la ville. René Malabry, mesdames et messieurs, René Malabry est alors maire de Bressuire, et contrairement à Claude Boutet, René Malabry, lui, n'aime pas les canards, mais aime les chèvres. mètres de haut. Alors bien évidemment, on l'a coupé, voilà, pour faire un toit végétal, très apprécié en ce moment, car il faut savoir que la ville de Bressuire est engagée dans le développement durable, et donc veut construire des toits végétaux un petit peu partout. Alors, mesdames et messieurs, nous avons fait un filage du spectacle, et pendant le filage, une pierre est tombée sur la tête de quelqu'un, donc faites très attention en passant. Alors vous allez passer, comme ça, dans cette tour, qui servait de cachot à l'époque, voilà, et vous allez pouvoir, comme qui dirait, regarder et toucher les pierres qui témoignent de la fuite du temps et des heures vers l'éternité. Alors vous pouvez rentrer, il y a plus de 10 siècles d'histoire à travers toutes ces pierres. Visage levé vers les façades. On y voyait des paupières closes sur des songes à fleurs de temps, si radieux qu'elles en devenaient transparentes, ou des cartouches de lumière historiées en silhouette. Les façades des immeubles, à la nuit tombée, ressemblaient à des pages de livres illustrés, dont les images étaient mouvantes. Des livres qui chuchotaient des bribes d'existence dont elle ignorait le début et la fin, dont elle ignorait tout en vérité, mais dont les personnages, aussi réduits à de succinctes et fugaces esquisses et illetées, vivaient bel et bien. Non des vies fantômes, mais des vies autres, indépendantes, qui, dans leur totale indifférence à son égard, n'en débauchaient pas moins avec elle des liens de sympathie. D'habitude, ce jour-là, on fait un bon repas. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Qu'est-ce que j'ai dans ma cuisine? Il va dans sa cuisine, il ne lui restait plus rien. Pas de pommes de terre, pas de spaghettis, pas de couscous, pas de haricots, pas de lentilles, pas de pain, pas de sucre, pas de chocolat, pas de lait. Rien, rien, rien. Il avait tout de même une vieille table en bois. Il tire le tiroir de la table et là, qu'est-ce qu'il trouve? Coincé dans une fente de tiroir, un grain de riz. Il se dit, je vais manger ce grain de riz. Ça vaut mieux de manger un grain de riz que de ne rien manger du tout. Je vais le faire cuire, ça me fera passer le temps, et puis, quand il sera cuit, je le sucerai lentement, lentement. Oui, mais pour faire cuire son grain de riz, il lui fallait une casserole. Il était tellement pauvre qu'il n'avait plus de casserole.
Il avait déjà vendu toute sa vaisselle. Et le 23, 24 et 25 août, c'est la grande bataille de Cornay. Alors, la grande bataille de Cornay, faut vous imaginer qu'à Cornay, il y a les Vendéens. À la Croix de Terve, donc la Croix à Terve, c'est un lieu dit à Terve, il y a les Républicains. Dans l'armée des Républicains, il y a David Davant. David Davant est sergent grenadier de la garde nationale, mesdames et messieurs. Il se bat pour les Républicains. Et il s'en va tout là-bas, à Cornay, pour affronter les Vendéens. Alors qu'il marche, son ami Alfred, juste à côté, regarde David Davant et lui dit « Mais, hé David, t'as pas de 1000 balles dans ton fusil ?» David Davant regarde Alfred et lui dit « Bah non, j'ai pas mis de balles dans mon fusil. » Alfred lui dit « Mais t'es complètement fou, on va à la guerre !» Et là, David Davant lui répond « Eh bien, Alfred, si les Vendéens ne tirent pas, je ne tirerai pas non plus, et il n'y aura pas de guerre. » En arrivant à Cornay, David Davant prend sa position. Il guette avec son fusil qui n'a pas de balles, et pendant quelques minutes, il ne se passe rien. Mais les Vendéens commencent à tirer, et David Davant s'en prend une dans le buffet. C'est alors qu'il sort son couteau. Il défait, il enlève la balle de son ventre, la met dans le fusil, tire sur le Vendéen, abat le Vendéen, et les Républicains gagnent la bataille, mesdames et messieurs. Nous avons fait l'essentiel, mesdames et messieurs, et je vais vous accompagner dans un dernière escale. Alors, la dernière escale vous propose un choix. D'accord? Car vous allez aller de l'autre côté du château et vous allez avoir le choix entre aller voir l'exposition qui se passe actuellement dans les murs du château ou bien aller écouter Les Oreillers Rouges qui est proposé par une compagnie de spectacle de seconde ligne. Alors il faut savoir que si vous commencez par l'exposition, ensuite vous pouvez aller aux Oreillers Rouges et si vous avez commencé aux Oreillers Rouges, vous pouvez ensuite aller dans l'exposition. C'est tout simplement qu'on n'a que 10 coussins, et du coup vous êtes beaucoup trop, donc on vous fait faire un choix. Alors dans ces coussins, vous allez entendre des histoires merveilleuses, c'est un moment de détente, où vous allez devoir vous allonger dans l'air. Pour faire un peu un effet, un peu d'arrivée, je vais remettre la chanson militaire, on va tous se mettre en randonnion, et on va bien lever les genoux, d'accord? Vous êtes prêts? Alors moi je me mets devant, et on fait une grande... comme ça, ligne militaire, ça sert à rien, on est d'accord, mais ça fait un effet historique. Et vous allez, quand vous allez arriver de l'autre côté, vous pourrez aller soit aux Oreillers Rouges, soit voir l'exposition. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Alors on se met bien, là, il y en a qui font pas trop la file indienne. On lève bien les genoux, hein. Les genoux doivent arriver au nombril, normalement. Vous êtes prêts? Regardez, les photographes se délectent déjà. Ils se disent c'est le moment, c'est le clou du spectacle. Vous êtes prêts? Allez, on lève bien les genoux. Attendez. Allez, mesdames et messieurs, la visite auto-école-sphérique était proposée par la compagnie Chemin Souvenir. Si vous avez aimé cette visite, passez-en à vos amis. Ok.